Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue si vous nous rejoignez pour votre carrefour de l'information. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Les habitants de la capitale yéménite Sanaa étaient barricadés chez eux hier pour se protéger de nouveaux affrontements entre camps rivaux. Il s'agit d'une part du camp de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh qui a par ailleurs tendu la main à la coalition arabe et d'autre part celui des rebelles houthis. Puis les dirigeants palestiniens tentaient dimanche d'obtenir des soutiens diplomatiques pour convaincre le président américain Donald Trump de renoncer à un projet sur une éventuelle reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Un déménagement de l'ambassade à Al-Quds serait considéré par les Palestiniens comme un coup fatal au processus de paix. Enfin, nous parlerons des migrants avec une réunion de l'Union africaine consacrée à ce sujet ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. L'objectif est de mettre en œuvre un plan d'évacuation avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Tous les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'importance de renforcer les relations avec le Maroc a été soulignée par le président sud-africain Jacob Zuma. C'était dans une interview relayée dimanche par le quotidien sud-africain News 24. Le Maroc est un pays africain avec lequel nous avons besoin d'avoir des relations. Voilà ce qu'a déclaré Jacob Zuma. Premier signe de la volonté des deux pays de relever le niveau de leur représentation diplomatique. Le Royaume devra d'ailleurs désigner un ambassadeur à Pretoria. Cela fait suite aux entretiens qui ont eu lieu la semaine dernière à Abidjan, donc entre le roi Mohamed VI et le président sud-africain, en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Ce lundi débute la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Elle aura lieu dans la capitale marocaine, Rabat, pour 2 jours. Le département du chef du gouvernement en a fait l'annonce hier dans un communiqué. Cette réunion sera présidée par le chef du gouvernement, Saadetdine El Othmani, et le Premier ministre portugais, António Costa. Les travaux de la réunion seront sanctionnés par la signature de conventions de coopération sur plusieurs domaines. Aux côtés de Saadetdine El Othmani, António Costa donnera par ailleurs le coup d'envoi des travaux du Forum économique maroco-portugais qui aura lieu demain. Au Yémen, les habitants de la capitale Sanaa étaient barricadés chez eux hier pour se protéger de nouveaux affrontements entre camps rivaux qui tentaient, eux, de renforcer leur position. Il s'agit du camp de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh et celui des rebelles houthis. Samedi d'ailleurs, l'ancien président yéménite avait tendu la main au camp adverse appuyé par l'Arabie saoudite. Une démarche qualifiée de grande trahison par ses anciens alliés houthis. Et puis dimanche, l'ambassade d'Iran à Sanaa a été ravagée par un feu après avoir été touchée par des tirs d'armes lourdes au cours d'affrontements entre factions rivales. Selon un responsable sécuritaire, une vingtaine de membres du personnel de l'ambassade étaient à l'intérieur du bâtiment. Profondément préoccupé par la recrudescence des affrontements, dans un communiqué hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties au conflit à un cessez-le-feu. Malgré la crise qui dure depuis près de 6 mois, le Koweït a indiqué dimanche être prêt à accueillir le sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi les 6 pays qu'il compose, dont le Qatar. L'émir du Qatar assistera d'ailleurs à ce sommet du CCG prévu mardi et mercredi. La participation du cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a été annoncée hier par le ministre qatari des Affaires étrangères, cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani. Il est important que le système du CCG perdure, a-t-il souligné, précisant que son pays n'avait pas encore vu l'agenda du sommet, mais que la crise du Golfe y serait discutée. L'invitation du Koweït se fait en dépit de la crise sans précédent que traverse l'organisation, crise qui a éclaté le 5 juin lorsque l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. On voit tout cela avec Anissa Araou. Le Koweït a invité jeudi le Qatar à un sommet des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe les 5 et 6 décembre prochains, en dépit de la crise sans précédent que traverse l'organisation. L'invitation a été transmise à l'émir du Qatar par le biais de l'ambassadeur koweïtien à Doha.
Une grave crise a éclaté le 5 juin dernier dans la région, quand l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils lui ont imposé un embargo en l'accusant de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran, le grand rival régional de Riyad. Le Koweït était il y a quelques semaines sorti de sa réserve en tenant des propos qui étonnent par leur franchise. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés de son homologue américain Donald Trump, l'émir du Koweït a en effet affirmé que le Qatar faisait face à des exigences que son pays lui-même n'aurait pas acceptées, faisant notamment référence à un blocage des voies d'accès maritimes, aériennes et terrestres vers ce petit émirat gazier. Le Koweït et Oman se sont tenus à l'écart du boycott du Qatar et l'émir du Koweït a tenté à plusieurs reprises une médiation. Le Qatar a quant à lui rejeté les accusations qui sont lancées contre lui, affirmant que ses adversaires cherchaient à mettre sa politique étrangère sous tutelle. De vives tensions diplomatiques se poursuivent depuis. Le président américain Donald Trump met la dernière main à sa décision sur un éventuel déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Son proche conseiller Jared Kushner a déclaré hier que lorsque Donald Trump aura pris sa décision, il l'annoncera lui-même. Un déménagement de l'ambassade à Al-Quds serait considéré par les Palestiniens comme un coup fatal au processus de paix. Les dirigeants palestiniens tentaient hier d'obtenir des soutiens diplomatiques pour convaincre Donald Trump de renoncer à ce projet. Soura Aboutara. Déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, c'est la décision que pourrait prendre Donald Trump dans les prochains jours. Selon le département d'État américain, Donald Trump devrait décider aujourd'hui s'il renouvelle comme tous les 6 mois une clause dérogatoire à la loi qui impose depuis 1995 d'installer l'ambassade à Jérusalem ou s'il donne son feu vert à ce déménagement, comme il l'a promis durant sa campagne. Une mesure considérée par les Palestiniens comme un coup fatal au processus de paix, selon son proche conseiller Jared Kushner. Des informations contradictoires ont circulé ces dernières semaines, mais plusieurs observateurs s'attendent à ce que Donald Trump déclare Jérusalem capitale d'Israël, sans y transférer immédiatement la mission diplomatique américaine. Une décision symbolique mais explosive qui risque de disqualifier les États-Unis en tant que médiateurs, a prévenu le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat. Pour le président de la Ligue arabe, Ahmed Abdul-Rait, rien ne justifie cette décision. Cela ne servira pas la paix et la stabilité. Au contraire, cela nourrira le fanatisme et la violence. Selon lui, ce déménagement bénéficiera à une seule partie, le gouvernement israélien, qui est contre la paix. Le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a quant à lui tenté de mobiliser la communauté internationale. Il a contacté les dirigeants de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la France, de l'Égypte, de la Tunisie, de la Jordanie et du Koweït, afin de les appeler à empêcher Donald Trump de prendre une telle décision. Israël considère la ville sainte comme sa capitale éternelle et réunifiée, mais les Palestiniens estiment que Jérusalem-Est doit être la capitale de l'État auquel ils aspirent, ce qui fait de son statut l'un des nœuds les plus épineux du conflit. La communauté internationale n'a toutefois jamais reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ni l'annexion de sa partie orientale, conquise en 1967. Je vous le disais en titre, l'Union africaine accueille une réunion dans la capitale éthiopienne Addis Abeba ce lundi. Une réunion consacrée au dossier des migrants. Il s'agit de vite mettre en œuvre un plan d'évacuation des migrants en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations. Suite à la diffusion d'images par la chaîne américaine CNN d'une vente aux enchères de migrants en Libye la semaine dernière, l'Union africaine a envoyé sur place Amira El Fadil, son commissaire aux affaires sociales. Et selon Amira El Fadil, ce rapatriement volontaire pourrait prendre du temps, 6 mois exactement. Le Maroc a d'ailleurs proposé son aide en contribuant au transport de ces migrants volontaires. Et puisque l'on parle de ces retours de migrants de Libye, une centaine de Camerounais sont justement revenus dans leur pays il y a quelques jours. Leur rapatriement a été organisé par l'Office international d'immigration. D'autres mesures similaires sont attendues. Mamadou Diaye. Ils sont au moins quelques 250 Camerounais de retour au pays après avoir vécu l'enfer libyen.
Un rapatriement organisé par l'Office international des migrations OIM dans le cadre d'un accord facilité par l'Union européenne. Un calvaire que ces migrants ne sont pas prêts d'oublier. La Libye est vraiment un pays en guerre. Et malgré le semblant de paix qu'elle a, le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Il est kidnappé en route. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment pour être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Et on va demander à ta famille de payer près de 1 500 $, 2 000 $. Moi qui parle là, j'ai subi cela. Ma famille a payé 1 500 $. Comme c'est le cas dans plusieurs capitales africaines et du monde entier, ces jeunes sont venus manifester leur indignation devant l'ambassade libyenne au Cameroun. Dans un pays divisé où l'appareil étatique a du mal à s'imposer, les migrants sont laissés à la merci des groupes armés opérant dans certaines zones du pays comme le sud, reconnaît l'ambassadeur libyen au Cameroun. C'est dans des zones où le gouvernement actuel libyen n'a pas encore sa maîtrise, c'est-à-dire dans le sud de la Libye. C'est du côté du frontière entre la Libye, le Niger et le Tchad. C'est dans ce triangle-là où il y a tout ce mauvais traitement. S'invitant de force dans le débat lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne, le trafic d'êtres humains en Libye ne donne pas autre choix que l'action. À ce propos, l'Union européenne, les Nations unies et l'Union africaine ont annoncé qu'elles avaient convenu d'un plan d'urgence pour démanteler les réseaux de passeurs et de rapatrier les migrants en détresse pour venir à bout de cette catastrophe humanitaire. Et toujours sur le sujet des migrants, Donald Trump a mis fin à la participation des États-Unis à la déclaration de New York, un pacte mondial sur la migration. Son administration l'a annoncé samedi soir, expliquant que plusieurs dispositions sont incompatibles avec les politiques américaines d'immigration et de réfugiés. En septembre 2016, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU avaient adopté ce texte à l'unanimité, un texte destiné à améliorer la gestion internationale des migrants. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a souvent entrepris de défaire les engagements de son prédécesseur démocrate Barack Obama. Plusieurs mesures ont déjà visé le secteur de l'immigration aux États-Unis. Et puis dans la tourmente, Donald Trump a lancé dimanche une violente contre-attaque contre le FBI. Elle fait suite à son faux pas de la veille lorsqu'il avait laissé entendre qu'il savait de longue date que son ancien conseiller à la sécurité nationale, inculpé dans l'affaire russe, avait menti à la police fédérale. Je n'ai jamais demandé à James Comey d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, s'est défendu Donald Trump au petit matin. Lors d'une audition sous serment début juin devant le Sénat, l'ancien directeur du FBI, James Comey, limogé par le président, avait affirmé que Donald Trump lui avait personnellement demandé d'enterrer l'enquête visant Michael Flynn. Ce dernier a plaidé coupable vendredi d'avoir menti au FBI, plongeant le premier cercle de l'entourage de Donald Trump au cœur de l'enquête sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016. Allez, retour au Maroc où la princesse Lala Meriem a présidé dimanche la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique. Un événement placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI qui s'est déroulé au théâtre national Mohamed V à Rabat. Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'ouverture du bazar, la princesse Lala Meriem a obtenu des informations sur les projets réalisés par le cercle diplomatique dans les secteurs culturels et sociaux. La princesse Lala Meriem a ensuite visité les différents stands du bazar de bienfaisance où est exposée une grande variété de produits artisanaux et du terroir provenant de plusieurs pays du monde représentant les différents continents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV.